Entretien exclusif avec Madame Habré, Fatima Raymond. Cette dame qui, durant toutes ces années, a été à côté de son mari Hissène Habré, ancien président du Tchad, qui vient d'être condamné par les chambres africaines. Derrière chaque grand homme se cache une femme, et derrière Hissène Habré, il y a Fatimé Raymond Habré. Une femme africaine, une Pénélope à l'africaine, une dame de cœur, mais aussi une femme de combat. Avec elle, on va commenter sur Leral TV le verdict du 27 avril 2017 des chambres africaines qui a condamné définitivement le président Habré. Bonjour, Madame Habré. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci de l'invitation de Leral TV. Donc je vous remercie vraiment de cet entretien qui va nous permettre donc de réagir sur cette affaire ici. Absolument, c'est un réel plaisir pour Leral.net. Alors on va entrer dans le vif du sujet, Madame Habré. La chambre d'assises d'appel vient de condamner votre mari, le président Habré, comme on le sait. Vous vous sentez dévasté ou bien quels sont les sentiments et les ressentiments qui vous affectent actuellement? C'est vrai. Donc les chambres africaines le 27 avril ont lu leur sentence. Voyez-vous, je ne la considère pas comme une décision de justice. Je crois que ce mot justice, il ne faut surtout pas l'utiliser dans l'affaire Habré parce qu'il n'y a jamais eu de justice. C'est une décision horrible. Elle est horrible, elle est dégoûtante, malsaine. Et je dirais que c'est une condamnation à mort déguisée. Voyez-vous, c'est l'aboutissement de 17 années. Le traque judiciaire, ce qu'est l'affaire Habré. Et nous, tout au long de ces 17 années, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, sous couvert et sous le manteau de la justice, des procédures judiciaires, se cache une volonté de liquider un homme. Nous l'avons dit de manière constante pendant 17 années. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux, ils ont dit, pas n'importe où, devant l'Assemblée nationale de ce pays, ils ont dit, devant des interrogations des parlementaires, représentants du peuple sénégalais, devant des réticences, ils ont dit non, rassurez-vous, Hissène Habré ne va pas finir ses jours en prison, ne va pas mourir en prison. C'est des mots très chargés du ministre Sidiki Kaba. Mais aujourd'hui, le résultat, on le voit. Ça veut dire qui disait la vérité. Donc, nous, je dis aussi que cette sentence est horrible et qu'ils devront, ceux qui ont monté cette affaire Habré, ceux qui ont exécuté cette commande, ils vont devoir vivre avec cette sentence. Ils vont l'assumer toute leur vie. Avec leur conscience morale. Absolument. Non seulement face à leur conscience, quand ils viendront se coucher et mettre la tête sur l'oreiller, mais ils devront aussi, devant Dieu et devant l'histoire. Vous savez, les gens oublient un peu le sens de l'histoire. Qui sera là, dans 20 ans, on en parlera. Et donc, ils devront l'assumer toute leur vie. Nous, pendant ces 17 années, c'est une affaire sans pareil, nulle part dans le monde. Il n'y a jamais eu une affaire, une traque judiciaire sur 17 années. Et donc, on a eu dans cette affaire des gens qui se sont levés un beau matin, qui ont refermé une espèce de piège sur nous et qui ont dit on ne vous lâche pas. On ne vous lâche pas pendant 17 années. Comment on vit avec ça? Comment on vit dans le quotidien avec notre famille, nos enfants? Comment on vit cette guerre? Parce que c'est ça. C'est une guerre à armes inégales. Parce que nous étions quoi? Nous étions seuls dans ce pays, une famille, c'est tout. Donc, une guerre médiatique d'abord, qui a commencé une guerre médiatique pour conditionner l'opinion, une guerre médiatique sur plusieurs fronts. On a eu le positionnement de tout ce qu'on appelle
la France-Afrique médiatique, RFI, TV5, France 24, Le Monde, Jeune Afrique, tous se sont mobilisés, ont mobilisé tout leur personnel, leurs émissions, leurs différentes émissions, pour déverser sur nous leur haine. D'accord? À cette guerre médiatique, c'est accoupler une guerre judiciaire. Une guerre judiciaire sur le plan interne, sur le plan externe. Vous voyez, on a eu plusieurs décisions de justice extérieures. La Cour de la CEDEAO, la Cour internationale de justice, avec l'affaire des demandes d'extradition. Donc, une guerre judiciaire aussi terrible. Et il a fallu aussi gérer tout ça, subir tout ça. Alors, dans cette guerre médiatique, on a eu aussi, ici au Sénégal et ailleurs, et par cette France-Afrique médiatique, comme on a dit, qui s'est acharnée sur nous, on a eu des déversements d'insultes pendant plus de 10 ans. Des insultes. La chose la plus facile, c'était se lever et insulter Hissène Habré. Donc, des insultes, des agressions verbales. Et on l'a vu après, à l'ouverture du procès, une agression physique sur le président, des brutalités, que tout le monde a vu et a été choqué, dégoûté par ces images affreuses. Voilà, et qui ne vont pas faire honneur au peuple africain. Donc, tout ça, ils l'ont fait sans même penser à rien du tout, traumatisant nos enfants. Il ne faut pas oublier que nous avons subi 2 grosses perquisitions des temps d'Abdoulaye Wade, quand le commissaire Hassan Doye est arrivé ici avec plus de 150 policiers dans ces salons où je vous parle. Ils étaient tous autour de nous, voulant fouiller cette maison. Et puis après, on a eu la grosse perquisition qui s'est passée d'ailleurs en mon absence, et donc où on a saccagé toute notre maison. Donc vous voyez, tout ça là, ils nous l'ont fait sans tenir compte qu'on avait des enfants, ils les ont traumatisés. Et cette affaire, cette pression médiatique sur notre famille pendant plus de 17 ans, nous a provoqué à créer des problèmes inimaginables, toutes sortes de problèmes, que nous-mêmes on ne pouvait pas penser que ça allait arriver, des conséquences de cette histoire, de cet acharnement sur nous, par tout le monde, toutes les autorités, les ceci, les cela, des ambassadeurs qui parlent, etc. Donc, des choses incroyables que nous avons vécues et qui ont déstabilisé notre famille, qui nous ont créé des problèmes de santé à moi-même. Je ne peux même pas compter les problèmes de santé que j'ai eus dans cette affaire, mais aussi des problèmes de santé au président, par rapport au président. Et donc, cette affaire a été pour nous une terrible mise à l'épreuve. Une mise à l'épreuve vraiment inhumaine. Et la première mise à l'épreuve du président lui-même, face à cette affaire, de cet homme, au sein de cette grande affaire, cette traque judiciaire, sur 17 années, ce torrent d'insultes sur lui. Et donc, il a fallu qu'il fasse face à ça. Donc, en faisant quoi déjà? En gardant sa foi. Et il a eu à faire face à cette affaire avec beaucoup de dignité. Et comment dirais-je, il a fallu qu'il puise dans toutes ses ressources pour pouvoir organiser sa défense, parce qu'il ne fallait pas aussi dormir, que les gens, ils avaient beau vous insulter, faire ceci, cela, il fallait garder le sens des choses et agir. Donc, il a fallu qu'il garde son self-control, qu'il se lève avec intelligence et détermination, organiser sa défense. Et il a mobilisé ses avocats et il a fait face, parce que dans un premier temps, voyez-vous, les gens sont arrivés, mais ils sont arrivés sous le biais des procédures judiciaires. Voyez-vous? Et donc on disait, bon, le Sénégal est un état de droit, donc défendez-vous. Ok? On avait ce sentiment un peu dans l'opinion. Et donc, à partir de là, il s'est levé et nos avocats se sont défendus pendant un bon moment. Et il faut bien dire, c'est que tant que c'était le droit, nous avons gagné l'ensemble des procédures judiciaires. Voyez-vous, tant qu'ils ont accepté que ça rentre, ils ont perdu. Comme ils ont perdu, maintenant, il y a certains recours qui ont été bloqués. Voyez-vous, ils ont bloqué certains recours. Pourquoi ils les bloquent? Voyez-vous, quand vous faites un recours, vous faites quoi? Vous exercez un droit. Et quand vous l'exercez, ce droit-là, et qu'on vous bloque, ça montre quoi? Ça montre l'état d'esprit des gens qui étaient chargés
de l'exécution de cette opération de liquidation du président. Et donc, à partir de ça, nous, comment dirais-je, cette mise à l'épreuve, le président a gagné toutes les batailles judiciaires. Et en cela, il a montré, avec beaucoup de dignité et de self-control, on l'a vu, à aucun moment il n'a failli à sa réputation d'être cet homme courageux, exceptionnel, et qui a fait face à cette épreuve. Tout le monde savait le courage d'Hissène Habré, peut-être vous aussi votre courage, mais le reste de votre famille, comment vraiment exactement, elle a géré 17 ans de... Très bien. Voyez-vous, c'est-à-dire que c'est très difficile parce que en même temps, comme je l'ai dit, ça a été une épreuve pour le président, mais pour nous-mêmes. Vous savez, dans une première phase de cette affaire, comme ils n'ont qu'agité les procédures judiciaires, donc on a laissé les avocats agir. Donc ce sont les avocats qui ont agi en première phase. Et puis ils ont vu, et on a vu se déverser sur nous beaucoup de violence, des agressions verbales, des choses inimaginables. Et des gens, nos avocats, faisaient leur travail d'avocat. Ce n'étaient pas des gens comme eux qui se positionnent pour nous insulter les gens. Et donc, on a eu à voir comme ça se mettre en place une espèce de grosse machine qui, quoi que vous fassiez, elle arrive sur vous. Comme un caterpillar. Vous voyez, elle arrive sur vous et à main nue. Est-ce qu'on peut arrêter un caterpillar? Non. Donc il arrive. Il arrive jusqu'au jour où, vous voyez, on rentre chez vous et on kidnappe le président. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on voit? Ce jour-là, ça a été quand même difficile. Absolument. Sur le plan psychologique. Absolument. Et donc, voyez-vous, ce jour-là, donc, c'était terrible. Et alors, on a vu un show. Ce qui était le plus choquant, c'est ce show. On a pris 10 véhicules. On a mis presque 15 militaires armés, cagoulés, comme s'ils allaient attraper l'ennemi public numéro 1 de ces pays. Comme si Hissène Habré, que tout le monde connaît, qui est chez lui là, avec sa famille, comme s'il avait commis je ne sais pas quoi contre le Sénégal. Donc comment on a pu vous jeter en pâture? C'était une espèce de top départ d'une mise à mort. Ok. Et donc, à partir de là, ils ont pénétré dans nos domiciles et ils ont enlevé le président. D'accord. Et alors moi, personnellement, puisque, comme je vous ai dit, pendant cette première phase, on est resté un peu en retrait, puisque c'était les avocats qui parlaient. Et là, franchement, je me suis dit, non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, on a bien compris à un moment donné que cette machine-là, les avocats, il fallait que nous aussi on parle. Ce n'était plus possible. Et c'est comme ça que je suis sortie pour parler. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire que ils ont automatiquement, dès qu'on est sorti pour parler, ils m'ont insulté. On m'a insulté de tous les noms. J'écris une lettre au président Macky Sall, on m'insulte. Qui m'insulte? Ce sont les responsables des ONG. Ce sont les avocats des partis civils, ok, qui écrivent des lettres et ici au nom des plaignants là, et ils m'insultent. Donc, moi, je n'ai jamais insulté qui que ce soit dans ce pays. J'écris une lettre, je dis ce que j'ai à dire. Il n'y a aucune insulte. Mais, il n'y a pas quand, vous savez, vous ne faites que dire que des mensonges. Vous ne pouvez pas avancer des arguments. Vous n'avez rien à dire. Donc, vous vous cachez derrière des agressions, de la violence. Et donc, c'est comme ça qu'on ne me reconnaissait même pas le droit de réagir, en fait, de vous défendre. On ne vous reconnaît pas. Mais nous, là, nous, je vais dire, prenons un exemple simple. Nos moutons, là, les moutons, nos moutons que nous tuons, là, régulièrement pour notre consommation, ces moutons-là, pour les tuer, qu'est-ce qu'on fait? On attrape les deux jambes, on les attache, les jambes de devant, les jambes de derrière, on les fait tomber. On met encore le pied sur le ventre du mouton. On tient la tête. D'abord, on l'écorche. Ça, c'est un animal. Si on ne fait pas ça, il ne va pas mourir. Et donc, nous, des êtres humains, on ne nous reconnaissait même pas ces droits. Et donc, ce système-là était tellement pourri et complice parce qu'on se dit quoi? Quelqu'un qui vous insulte, si vous êtes dans un système où c'est la loi de la jungle, très bien, on va dire, ok,
C'est la jungle, non? C'est la loi du plus fort. Donc on va se battre, n'est-ce pas? Bataille rangée, on rassemble nos familles et on va se battre. Mais on est dans un système démocratique. On est dans un état de droit. Absolument. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ok, très bien. Donc on dépose une plainte. Puisque moi, je ne leur ai pas adressé une lettre. D'accord? Je n'ai insulté personne. On rassemble des gens sur le net, on m'insulte. On prend de la presse, certaines presses, pour aussi les enrôler. Et donc, vous déposez une plainte. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Parce que ils sont tous complices. Au ministère de la Justice, les chambres africaines, les ONG, ils sont tous complices. Et donc, on dit, non, il ne faut rien faire. On bloque. Vous voyez? Comme le recours, on bloque, on assure, ou on dit n'importe quoi, on vous donne, vous avez une immunité. Et pour pouvoir continuer à agir pour la bonne cause, pour faire avancer ce caterpillar. Et donc, on vous dit, continuez à insulter Madame Habré. C'était de l'intimidation en fait. Mais bien sûr, c'est-à-dire ce qu'on voulait, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, ok, Madame Habré a maintenant défend son mari. Et c'est quelque chose, on ne s'attendait pas à ça. Donc maintenant, il faut la blesser. C'est une femme, il faut l'insulter. Elle va être blessée et elle va s'arrêter, elle va faire marche arrière, elle va se taire et on sera plus tranquille. Mais on est là. D'accord? Donc on est là. Et donc je disais que, comment dirais-je, c'était une terrible mise à l'épreuve. Une mise à l'épreuve aussi, je dirais que, pas seulement pour nous, parce que vous savez, Hissène Habré et nous-mêmes, nos familles, Hissène Habré, sa famille, ses parents, sa communauté, son ethnie, ils sont tous au Tchad. Donc cette affaire Hissène Habré, pendant 17 ans, tout ce que le président Hissène Habré a subi, c'est Dieu le Tout-Puissant qui a aussi mis à l'épreuve tous ses parents, comme je l'ai dit, sa communauté, sa famille, ceux qui sont installés au Tchad. Qui a fait quoi pour aider, pour soutenir leurs fils, leurs frères, leurs oncles, leurs parents. Qui a fait quoi pour soutenir le président Hissène Habré? Donc, une interpellation importante face à ça, aussi au Sénégal, ici, où nous comptons des amis, des connaissances, que le président a beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Donc, à un moment donné, cette affaire aujourd'hui, avec cette sentence horrible, elle interpelle aussi tous ses connaissances, ses amis. Quand tu viens, tu t'assois chez toi, tu dis, bon, Hissène Habré, à un moment donné, X de ma vie, j'ai eu besoin de lui, il m'a aidé, il m'a soutenu, il m'a accompagné dans tel problème que j'avais. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? À un moment donné où il en avait besoin. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est des interpellations importantes pour toutes les personnes qui disaient, à qui il a rendu service et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui face à cette terrible épreuve, peut-être la plus importante qu'il a eu à vivre dans sa vie. Et je dirais aussi que c'est une épreuve qui est arrivée ici, une épreuve de la démocratie sénégalaise. C'est très important parce qu'on a vu des gens qui sont venus faire quelque chose ici, faire des pressions et agir. Comment la démocratie, l'état de droit au Sénégal a-t-il géré cette affaire? A-t-il eu la capacité, les institutions ont-elles eu la capacité d'assurer à quelqu'un qui était sur leur territoire une égalité de droit avec tout le monde? Mais est-ce qu'il n'y avait pas peut-être ces lois supranationales qui ont non, dicté une certaine conduite à tenir? Oui. Non, on le verra peut-être un peu plus tard dans les développements de cette affaire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, au contraire, l'état de droit s'est affaissé quand on bloque tous les recours. D'accord? L'état de droit s'est affaissé par rapport à une volonté de l'exécutif. Voyez-vous, quand l'exécutif veut quelque chose, donc tout le monde s'aligne. Voilà. Absolument. Donc, c'est un peu ça ce que je dirais par rapport à mes sentiments. C'est-à-dire que la démocratie sénégalaise, on attendait qu'elle nous démontre l'état de droit, que l'Afrique, que les Africains étaient aussi des sujets de droit.
Absolument. Ils étaient dignes d'être traités en respectant leurs droits. Que l'Afrique est une terre de droit, de justice et de liberté. Absolument. Malheureusement, ce n'est Ça pas n'a le pas cas. été le cas. Absolument. Mais on a remarqué que le président Habré s'est tu. Il n'a pas jugé nécessaire de faire face avec le verbe, avec ses arguments. Certains disent peut-être que c'est du courage, du mépris, mais quand même il a continué jusqu'au bout sa logique. Comment vous appréhendez cette posture? Tout à fait. La question du silence du président, elle est très importante, il faut bien l'expliquer. C'est-à-dire que vous savez, cette affaire, elle a débuté en 2000. Donc de 2000 à 2017, ça fait 17 années. 17 années. Donc il faut replacer toujours les choses dans leur contexte historique, dans l'évolution de cette affaire, pour pouvoir comprendre la position de cet homme. Elle découle de tout l'historique de cette affaire. D'accord? C'est très simple. Je pense qu'il faut d'abord poser la question d'une autre façon. C'est-à-dire, le président, le Sénégal, en accueillant le président Hissène Habré, en lui donnant le droit d'asile, le réfugié politique qu'il était, le Sénégal avait-il le droit de le juger? Voilà. Vous voyez? C'est ça une question de fond. Bien sûr, c'est une question de fond. Le Sénégal avait-il le droit de le juger? Voilà. Juridiquement, politiquement, moralement, non. Non et non. C'est ça. Bien. Parce que vous savez pourquoi? Le droit d'asile, le droit d'asile suppose deux obligations très importantes, des deux parties. Nous, installés sur ce territoire, on avait une obligation de réserve, pas d'action politique, pas de déclaration politique. Ceci pour mettre à l'aise le gouvernement du Sénégal dans ses relations avec le Tchad et le nouveau régime, celui d'Idriss Déby. D'accord? Cette obligation, je crois que le peuple sénégalais entier peut être témoin que le président Hissène Habré l'a scrupuleusement respecté. Donc en cela, il a été un homme de parole. D'accord? Bien. Maintenant, quelle était l'obligation du Sénégal? Pays d'accueil. L'obligation du Sénégal, quand on vous accueille, vous vous installez, ce pays d'accueil-là, il devait vous assurer deux choses. Une sécurité qui se décline sur deux niveaux. Un, physique. Donc, on a toujours vécu avec les gens du GIGN, sécurité physique dans tous vos déplacements, etc. Et sécurité aussi juridique. Bien sûr, ça va de soi. D'accord? Et donc, c'est là, d'accord? Et on a vu donc un Hissène Habré qui respecte sa parole, et on a vu un État du Sénégal donc, qui, sous le régime du président Abdou Diouf, a eu la défaillance. Et donc je dirais que ça a été le premier acte de trahison, trahison de la parole donnée à l'autre qu'on a accueilli, le réfugié politique qu'il était. Donc, c'est très important parce que il faut que les gens comprennent bien comment cette affaire Hissène Habré a démarré. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la situation était là quand les gens sont venus dire qu'on veut déposer des plaintes contre Hissène Habré. D'accord? Donc, quand les gens viennent de manière très schématique et terre à terre, pour que les gens comprennent bien ce qui s'est passé, les gens, ils ont dit très simplement, comme je tape là, je dis comme. Assalamu alaikum, État du Sénégal. Nous sommes venus ici. Il y a un homme ici, chez vous, que vous avez accueilli selon votre teranga, une loi d'hospitalité qui est la base de toutes les religions du monde, qui est aussi l'un des grands principes de toutes les civilisations. Donc c'est sur cette base-là que vous avez accueilli cet homme. Maintenant, nous, on veut cet homme. D'accord? Nous, on veut cet homme. Maintenant, il y avait deux attitudes, n'est-ce pas? Deux attitudes que les dirigeants, les responsables pouvaient avoir. D'abord, ils pouvaient dire non. Non, écoutez, ça ne peut pas se faire au Sénégal. Nous avons donné notre parole
nous avons une teranga, nous avons... Non, ça ne peut pas se passer. Donc nous, on n'accepte pas. D'accord? Si vous voulez... Est-ce que ce ne serait pas un incident diplomatique par rapport à l'Union africaine qui voulait concrètement quand même que les juridictions africaines à Dakar jugent le président? Non, on va revenir, l'Union africaine, c'est après. L'Union africaine a intervenu beaucoup plus tard, parce que c'est en 2000, comme j'ai dit. Et donc, cet État du Sénégal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au lieu de dire bon, non, ou bien attendez qu'il Hissène-Habré quitte le Sénégal et après allez-y le chercher ailleurs. Nous, on ne veut pas rentrer dans ça. Ça ne peut pas se faire. Donc les gens ils disent, au contraire, quand les gens disent, État du Sénégal, salam alaikum, nous sommes venus, on veut Hissène-Habré qui est ici, là, les gens ont dit, ok, bismillah, asseyez-vous, on négocie. Voilà. Vous avez compris? Et voilà qu'a démarré l'affaire Hissène-Habré. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, vous voyez qu'on est dans autre chose. On n'est pas dans des affaires de droit, on est dans des négociations, des échanges d'intérêts, pour agir, pour voir qu'est-ce qu'on peut gagner dans cette affaire, etc. Et là, vous, Hissène-Habré, quand vous voyez ça, vous avez compris. Vous avez compris que quand l'exécutif dans un pays africain se lève et démarre une affaire pareille, ça veut dire que tout le monde va s'aligner. Tout le reste. Donc vous ne croyez pas en une séparation de pouvoir? Non, pas du tout, mais on va le voir. Tout le reste, c'est que de la cosmétique. Les discours fin de l'impunité, les discours justice pénale internationale, tout ça, c'est pour camoufler cette affaire. D'accord? Et donc, c'est comme ça que le président, quand vous voyez ça, vous voyez qu'il y a une machine, un caterpillar qui a démarré, avec, dès qu'on a dit asseyez-vous, on négocie, le caterpillar a démarré. Et donc il arrive vers vous, il n'y a pas de justice, il n'y a rien, il y a quelque chose qu'on va mettre en place pour permettre à ce caterpillar-là d'avancer sur vous. Absolument. Justement, on parle de milliers de victimes dans cette affaire-là, mais comment se fait-il que seul le président Habré a été jugé, a été déclaré responsable pour l'ensemble des conséquences de cette guerre? Voilà. Juste un petit détail par rapport à la non-participation, d'accord, et le silence, la non-participation. C'est-à-dire que à partir du moment où vous voyez que il y a des complicités et les gens ont conclu un accord sur votre tête et que donc maintenant on va essayer de maquiller pour l'opinion, pour tromper l'opinion, on va faire un peu de cosmétique pour préparer quelque chose et vous enfermer dedans. Donc, il ne voulait pas participer à la mascarade? Non, parce que justement, je vais vous expliquer. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a eu ce deal politique sur sa tête, ça veut dire que c'est comme si, concrètement, de manière schématique, je prépare un échafaud. Je mets une corde. Et je te dis, Hissène-Habré, viens, Yallah, bismillah, mets ta tête dans la corde. Et moi, je tire. Vous avez compris? Alors, participer, parler, rentrer dans le jeu de ces chambres africaines-là, c'est mettre sa tête dans la corde et laisser. Parce que la corde, nous, on l'a vu. Peut-être d'autres personnes ne l'ont pas vu. Mais nous, on a vu cet échafaud et on a vu cette corde. Et en aucun cas, le président pouvait participer, parler, rentrer dans cette affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de mettre sa tête dans la corde. D'être guillotiné. Exactement. Et toute l'évolution de l'affaire nous a donné parfaitement raison, puisque, autre chose très importante, le silence. Le silence, c'est un droit. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le dire. Mais garder le silence dans le cadre d'une procédure judiciaire, vous avez le droit. Vous avez le droit, c'est un droit reconnu par tous les textes aussi, au Sénégal et dans toutes les juridictions pénales internationales. Et on peut donner beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de gens, même au niveau de la CPI ailleurs, dans un premier temps, il y en a qui ont dit, on garde le silence. Ils ont gardé le silence. On les a laissés, ils ont dit, c'est votre droit. Et puis après, les gens eux-mêmes ont changé d'avis, on dit, bon, moi j'ai fait 4 mois, maintenant je veux rentrer. Parce que j'ai vu que, bon, peut-être j'ai une chance. Ok? Mais le droit, garder le silence, dans le cadre d'une procédure judiciaire, c'est un droit reconnu. Et puis, en plus, ce qui est très important aussi à dire, c'est que vous avez vu, on a eu plusieurs phases. Les chambres africaines.
Ils ont eu une première phase d'instruction. On est d'accord, qui a duré 4 mois avant l'ouverture du procès. Cette phase d'instruction-là, les gens, ils sont partis au Tchad, ils ont fait un tour, ils sont revenus et après, ils ont commencé les audiences au sein des chambres africaines, de la chambre d'instruction, d'accord, des auditions du président lui-même. Donc régulièrement, on le sortait du Cap et on l'amenait au niveau des chambres africaines. À l'époque, c'était la période où il y avait le procès Karim Wade. Donc régulièrement, on amenait le président. Mais quand il partait là-bas, devant les magistrats de la chambre d'instruction, il était accompagné de ses propres avocats et il gardait le silence. Lui gardait le silence, ses avocats gardaient le silence. Et donc, tous les magistrats de la chambre d'instruction qui ont eu à gérer ça, ils mettaient dans leur PV, l'accusé n'a rien dit. L'accusé a gardé le silence. L'accusé n'a rien dit. Donc, ils ont dit, c'est son droit. Il veut garder le silence, il n'a qu'à garder le silence. C'est son droit, il n'y a pas de problème. Donc, ça s'est passé comme ça. Et puis, on est arrivé le jour du procès. OK? Et le jour du procès maintenant, les gens ont voulu faire un show médiatique. Parce qu'ils ont convoqué la presse internationale, les Touba. Ils sont arrivés 250 journalistes. Et les gens ont dit non. Et les Touba ont dit pas question. Nous, on n'est pas d'accord que vos textes le disent, que le droit pénal international le permet. Tout ça là, c'est pas notre problème. Nous, on est venus, on ne va pas accepter ça. Nous, on veut qu'il y ait une participation et on n'accepte pas. Et donc, du coup, comme c'est eux les maîtres du jeu, le droit, c'est eux qui le font, le défont, le transforment, selon leurs desiderata. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à voir que le silence du président n'a plus été accepté. Et c'est comme ça qu'on a vu à l'ouverture du procès tous ces problèmes qui ont entraîné après l'arrivée des avocats d'office. Il y a aussi un autre pan de ce procès. Il y a des avocats qui avaient été désignés d'office contre le gré du président Habré. Comment vous avez vécu cette procédure judiciaire? Est-ce que ce n'était pas un peu contre nature quand même? Oui, voilà. C'est une question très importante. La question des avocats d'office, elle est très importante parce que un petit retour en arrière pour juste comprendre, bien comprendre les choses. C'est-à-dire, comme je l'avais dit tout à l'heure, au niveau de la chambre, quand les chambres africaines ont lancé leur activité, il y avait donc la chambre d'instruction qui s'est positionnée et qui a commencé à travailler. Et donc, elle faisait venir régulièrement le président du CAP et elle l'auditionnait. Donc, lui posait des questions et tout. Et il était accompagné de nos avocats, de ses avocats. Et devant cette chambre d'instruction, installée dans les locaux des chambres africaines, lui gardait le silence, comme on l'a expliqué. Il gardait le silence et ses avocats aussi gardaient le silence, puisque c'est la position de leurs clients. Et la chambre, pendant 4 mois, a fait ses auditions. Elle s'en est accommodée en disant oui, Hissène Habré a raison, c'est son droit, il veut garder le silence. Les textes le permettent, les textes internationaux le permettent et les textes nationaux aussi le permettent. C'est la base de travail des chambres africaines. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, les chambres africaines ont accepté ce silence, ces avocats qui gardent le silence aussi, pendant toute la phase d'instruction, ces 4 mois. Et puis, on arrive maintenant au procès. Et on arrive au procès, et comme je vous l'ai dit, les gens ont négocié une condamnation et voulaient un cachet pour cette condamnation. Et pour eux, si le président, comme la chambre d'instruction l'a dit, il s'installe avec ses avocats, c'est le silence, c'est leur droit absolu, ils ne sont pas d'accord. Les Touba, qui ont encadré cette affaire, n'étaient pas d'accord. Et ils ont dit, on n'est pas d'accord. D'accord? On n'est pas d'accord. Et nous ne sommes pas d'accord, nous voulons, même si c'est des ombres, il faut que les avocats soient dedans, qu'ils fassent leur travail. Qu'ils ne travaillent pas bien, ce n'est pas notre problème. Nous, on veut, parce que dans cette grande salle du monde, nous, on veut qu'il y ait des avocats qui parlent, qui agissent. Si ce que vous dites là, c'est légal, nous, on s'en fout. Le droit, c'est nous. On fait ce qu'on veut. D'accord? On fait ce qu'on veut. Et donc, nous, on veut des avocats. Si lui, il ne veut pas des avocats, donc si ces avocats, leur position, c'est de respecter la position de leurs clients, comme leur déontologie le dit, silence, silence, eh bien nous, on n'accepte pas ça. Donc, ils ont imposé
le recours à des avocats d'office, de manière totalement illégale. Donc quand le truc s'est ouvert, le procès s'est ouvert, ils ont dit, donc les chambres africaines, 2 jours avant l'ouverture du procès, c'est très important, ils ont fait une démarche vers le bateau, vers le bâtonnier. Ils sont allés, toute la chambre d'instruction est allée voir le bâtonnier. Et ils lui ont dit, nous voulons une liste d'avocats pour, comment dirais-je, les désigner d'office. Le bâtonnier leur a donné une liste de 10 personnes. Ils ont commencé à faire des coups de téléphone. Il y a des gens qui ont été contactés. Ils ont dit non, on ne rentre pas dans cette affaire. On sait que c'est une sale affaire. On sait qu'il n'y a aucun droit qui est respecté. Donc nous, on ne rentre pas dedans. Ils ont cherché d'autres, ils ont trouvé. Et on est arrivé à l'ouverture du procès. L'ouverture du procès, donc on fait un petit cinéma. On dit où sont les avocats des Sénabrés. Les avocats des Sénabrés ne participent pas. C'est le silence, ils ne participent pas. Ils ont dit ok, si c'est comme ça, nous, la Cour va désigner des avocats d'office. Donc ils ont désigné 3 avocats d'office. Bien. Maintenant, nos avocats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nos avocats, donc voilà, ces avocats d'office ne sont pas les avocats des Sénabrés, n'ont jamais eu de communication avec lui, ne savent rien de lui, de ce qu'il veut, ni rien. Ils pouvaient simplement l'interpréter par rapport à sa prise de position envers les chambres africaines. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Nos avocats saisissent le Conseil de l'ordre des avocats du Sénégal et ils leur disent, écoutez, voici ce qui se passe là-bas. Notre avocat a le droit pénal international le reconnaît, le droit du Sénégal le reconnaît. Notre client, le président Sénabré, a le droit de garder le silence, c'est son droit le plus absolu. Nous, il a déjà des avocats, mais on veut mettre d'autres avocats dans la procédure. Et c'est illégal, c'est totalement illégal. Et notre déontologie, le code qui régit la profession d'avocat ne le permet pas. Et on saisit, on dépose une plainte au niveau du Conseil de l'ordre des avocats. Donc le Conseil de l'ordre des avocats se réunit. Ils se réunissent tous et ils tranchent sur cette question. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les avocats d'office n'ont pas le droit de s'installer dans cette procédure contre le président Habré, en fait contre sa volonté. Ils n'ont pas ce droit. S'ils le font, ils auront des sanctions disciplinaires. C'est quand même très important. Alors, quand cette délibération est finie, terminée, le bâtonnier, c'est le bâtonnier Ahmed Ba à l'époque, puisque maintenant c'est M. Baïgué, donc le bâtonnier Ahmed Ba appelle notre avocat, Maître Diawara, et puis il lui fait savoir, voilà la délibération, comme tu sais, hein, ils ont dit que les avocats d'office n'ont pas le droit d'officier dedans, dans les chambres africaines. Et que donc, s'ils le font, ils vont encourir des sanctions disciplinaires. Donc, notre avocat dit, ok, machallah, maintenant il ne reste plus qu'à rendre public cette délibération, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même important, puisque à l'époque l'enjeu était très, très important. Et c'est là où on va avoir un truc incroyable. Donc le bâtonnier va refuser. Il va refuser de rendre public la position du Conseil de l'ordre du Sénégal. Et il va dire non, bon, je vous le dis, et puis voilà, je vais appeler les avocats d'office aussi. Il dit non. Non, il faut le rendre public pour que tout le monde le sache. Quelle l'opinion nationale et internationale, qui a tout le monde à les feux braqués sur Dakar, sur le procès Habré. Donc il faut le dire. Et donc il refuse. Il refuse, on le saura après, compte tenu de ses relations avec le ministre de la Justice. Et ce coup de main, ça va être un coup de main sur le plan médiatique très important, qui va aider les chambres africaines, parce que ça a consisté à taire une information capitale qui concerne la légalité d'une procédure pénale dans ce procès, où un homme quand même joue sa vie, et vous voyez comment les gens n'hésitent pas à magouiller. Donc, les avocats d'office, donc informés du risque de sanctions et du fait qu'aujourd'hui ils ont été désavoués par leur Conseil de l'ordre, vont se rendre aux chambres africaines. Ils vont se rendre aux chambres africaines et ils vont dire au président Tam, eh bien voilà, le Conseil de l'ordre a dit que nous n'avons pas le droit d'officier auprès de vous là, et que donc si jamais on rentre,
eh bien, on va avoir des sanctions disciplinaires. Et le président Wakam a dit, ne vous inquiétez pas, nous on gère tout. Il n'y aura aucune sanction disciplinaire. Vous voyez? Donc là déjà, vous voyez, quand on est dans autre chose maintenant, c'est encore une autre histoire. Et donc c'est comme ça que les avocats d'office vont s'installer dans cette affaire. Ce qui est très important à comprendre, c'est pas très technique, mais ça, à mon avis, sur le plan médiatique, ce n'est pas très bien passé. Je dirais que l'enjeu capital, important, fondamental des chambres africaines, dans le positionnement de ces avocats d'office, quel qu'il soit, c'était quoi? C'était de dire qu'Hissène Habré a une position de défense telle qui est le silence. C'est son droit, c'est ça, mais ça ne nous arrange pas. Donc nous allons prendre des gens qui vont substituer à cette défense une autre type de défense. Et c'est ça qui nous arrange. Vous comprenez? C'est en cela que vous voyez comment sur le plan du droit, de la légalité, ça ne peut pas passer. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable que vous ayez une position de défense, que le juge dit ça ne m'arrange pas, et je vais amener quelqu'un qui ne sera même plus en contact avec vous, qui va imaginer, bricoler, fabriquer une défense qui est la sienne, qui est tirée de je ne sais pas quoi, parce qu'il n'aura aucun contact avec vous. Est-ce que, et d'ailleurs, si vous voyez quelque chose de très important, c'est presque un aveu, je crois que c'est Mounir Belal, l'avocat d'office, qui l'a dit en pleine salle, il a dit, nous ne sommes pas les avocats de Hissène Habré. Nous ne sommes pas les avocats de Hissène Habré, nous sommes les avocats de la cour ou de la justice, je ne sais pas quoi. Ça là, ça n'existe nulle part. Vous comprenez? C'est une grosse anomalie, une monstruosité juridique. Donc, dès le départ, le rôle assigné, c'est-à-dire, comme je l'ai dit encore, substituer à la défense du président une autre type de défense convenue avec les chambres africaines. On n'est plus dans de la défense. Ce n'est plus de la défense. Ce n'est pas aussi une jurisprudence? Non, c'est grave, non, c'est une grave violation. Et elle ne sera jamais une jurisprudence. Parce que quelque chose d'hybride, c'est une magouille. Donc vous voyez, et donc c'est comme ça que ces avocats d'office-là vont rentrer dans cette procédure de manière un peu bancale, de manière un peu fragilisée, parce que quand ils arrivent, automatiquement ils ont une première épreuve, parce que vous voyez, ces avocats d'office aussi vont être payés par les chambres africaines. Vous voyez, donc alors on a une affaire absolument bizarre, vous voyez, ils sont tous payés par la même personne. C'est quelque chose d'incroyable. Donc comment vous pouvez défendre quelque chose, quelqu'un réellement, quand c'est les chambres africaines qui vont les payer? C'est pas possible. Donc on va le voir d'ailleurs, la pesanteur de ces liens financiers, on va le voir tout le long de ces débats dans ce procès, où les avocats d'office vont perdre tous les duels qu'ils vont engager avec les juges, ils vont les perdre parce que quelque part en arrière-plan, sur le plan psychologique, ça te pèse parce que c'est eux tes employeurs. Et donc, ils vont avoir une première épreuve très rapidement, c'était la comparution forcée. Vous voyez? Donc quand on a fait venir le président de force, on leur a demandé, vous êtes d'accord? Ils ont dit, oui, si la Cour dit ça, bon, c'est bon. Donc vous comprenez? Donc là déjà, il y a un gros problème et c'est pour ça que l'opinion a été un peu choquée. Et donc maintenant, ils ont eu en plus, comme je l'ai dit, une mission qui était une mission, pas une vraie mission de défense. Et c'est-à-dire que eux, je pense que normalement, moi, en tant que, si j'étais professionnel et j'étais un avocat, en mon âme et conscience, je ne peux pas rentrer dans une procédure comme ça, parce que depuis la chambre d'instruction, j'étais pas là. J'ai pas eu accès à des éléments d'information, j'ai pas eu accès à des demandes d'enquête. Je ne suis pas allé au Tchad avec la chambre d'instruction pour voir aussi, moi aussi, récolter des témoins à décharge. Je n'ai rien. Donc j'ai une instruction à charge qui s'est faite exclusivement à charge contre le président qui est sur la table de la chambre de jugement. Et je dois gérer ça. Je dis non, moi je ne peux pas rentrer dans une affaire complètement pourrie et où des mécanismes sont faits que je ne peux rien faire. Regardez, quand ils arrivent, on leur dit, bon, yallah, vous allez travailler. Ils sont 3, les autres sont 15. Ça c'est quoi? Ils sont 3 et les autres sont 15. Ça c'est un. Deuxièmement, on leur a donné 45 jours. Les autres ont eu 18 mois. Vous comprenez? Même ça,
Vous n'avez pas pu négocier pour avoir une égalité d'art, une égalité de travail, de méthode de travail. Vous ne l'avez pas. Vous êtes 3, eux ils sont 15. Vous avez 45 jours, eux ils ont eu 18 mois. Ça c'est quoi ça? Vous avez déjà intériorisé une espèce de défense au rabais, avec des actions quasi inexistantes. Donc, ils ont ce problème-là. Ils ont la lecture et le mécanisme des chambres africaines. C'est quoi? Aujourd'hui, quand vous êtes dans le tribunal et que vous avez un juge d'instruction qui fait une chambre d'instruction qui pose des actes et que vous voulez contester, parce que vous dites, ah non, le juge il déconne là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je saisis la chambre d'accusation. On le voit tous les jours dans toutes les procédures. Récemment, il y a eu l'affaire Khalifa Sall, Karim, tout ça. Vous voyez, on saisit la chambre d'accusation et on dit, voilà, les actes de ces juges d'instruction-là ne sont pas légaux et tout ça, tout ça. Et la chambre va statuer. Mais dans les chambres africaines, c'est quoi? Ce sont les juges qui vont dire, poser des actes. C'est eux-mêmes qui, tu vas revenir, ils vont être eux-mêmes, ils vont se juger. Vous voyez, c'est quelque chose de complètement incroyable. L'affaire Amady Diouf, quand on a contesté le positionnement de Amady Diouf comme juge, eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lui, il n'a jamais été juge, il ne remplissait pas une condition de juge, il a toujours été dans le parquet. D'accord? Mais cette affaire, eux, ils l'ont repris aussi. D'accord? Les avocats d'office. Et ils ont déposé une requête. Mais ils l'ont déposé auprès de qui? Ils l'ont déposé auprès de M. Amady Diouf. Le même Amady Diouf a signé l'arrêt de rejet. C'est quel système? Quel est ce système? Vous voyez, ça veut dire qu'il n'y avait aucune possibilité d'avoir quelque chose de normal. On vous fait des actes, vous devez les accepter. Si vous devez les contester, vous me contestez moi qui a fait l'acte. Moi, je vais me dédire. Non. Donc vous voyez, ce n'est pas une justice. C'est un mécanisme hybride, un truc, un huis clos, où c'était un peloton d'exécution. C'était un peloton d'exécution, les chambres africaines. Donc, quand vous êtes avocat, en votre âme et conscience, vous regardez un mécanisme qui est un peloton d'exécution, normalement, vous ne rentrez pas dedans. Parce que si vous rentrez dedans, vous ne pourrez rien faire. C'est une mission impossible. Et vous devez tenir compte de quelque chose de fondamental, c'est que cet homme risque sa vie, risque aujourd'hui une peine de prison à perpétuité, et vous ne pouvez pas rentrer dedans. Et cautionner ce qu'on vous demande là. Ce qu'on vous demande là, c'est de vous agiter, de faire un truc de façade, pour que les gens puissent, on met un cachet, on dit voilà, c'est bon, c'est navré, on t'a condamné. Quel que soit le travail qui est fait, c'est pas leur problème. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui a fait que les avocats d'office n'avaient aucune chance, mais ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté. Il faut assumer les responsabilités, et on l'a vu, d'accord? On l'a vu se faire. Absolument. Et il se dit aussi que certains supposés complices autres de certains actes ont été jugés en même temps que le président Hissène Habré. Que vous inspire cette coïncidence dans la procédure, dans l'application, dans le procès? Oui, vous parlez des co-accusés. L'affaire des co-accusés. Absolument. Oui, très bien. Alors, l'affaire des co-accusés, vous savez, dans la mise en œuvre de l'action des chambres africaines pour leur travail, on a pris, d'abord, il y a eu le premier accord de création des chambres africaines qui était entre le Sénégal et l'Union africaine. D'accord? Le Sénégal et l'Union africaine. Et deuxième, comment on appelle ça? Deuxième accord pour toujours la mise en œuvre de cette action, la mission de juger là, il y a eu l'accord entre le Sénégal et le Tchad. Accord de coopération judiciaire. Ça veut dire que le Tchad s'est engagé pour que tout ce que, comme témoins, personnes accusées, que les chambres africaines, dans leur travail, de leur mission de juger, s'ils en avaient besoin, le Tchad s'engageait par cet accord, de gré ou de force, de les mettre à disposition des chambres africaines. D'accord? Donc ça, c'était l'accord qui était là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ces deux accords, qu'est-ce qu'ils disaient? Quelque chose de très important. C'est-à-dire que d'abord le premier accord, Sénégal-Union africaine, accord de création des chambres africaines. La conséquence c'était quoi? C'est la mise en place d'une seule juridiction. C'est-à-dire qu'une seule juridiction doit juger les responsables des événements qui sont arrivés au Tchad, s'il y avait des crimes et tout. D'accord? Ça veut dire qu'il y avait une seule juridiction. Donc, il n'y avait pas de possibilité d'avoir une autre juridiction. D'accord? C'est ça.
Ça, c'est le premier principe, première obligation. Deuxièmement, de cet accord entre le Sénégal et le Tchad sur la coopération judiciaire, découlait une obligation de coopérer du Tchad. D'accord? Donc les chambres africaines sont parties au Tchad. Ils sont partis au Tchad, la chambre d'instruction, la Kefal, etc. Ils sont tous partis au Tchad. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une liste des officiers qu'ils voulaient, des gens qu'ils ont identifiés comme étant, à l'époque du président, dans les organes de sécurité. 25 ans après, ces gens-là aujourd'hui, c'est les très hauts gradés de l'armée, des hauts commandants, etc. Et ils sont parfois des conseillers proches d'Idriss Déby dans son entourage. Donc les chambres disent on veut vous voir. Ils font une liste, ils parlent. Donc la liste est transmise au procureur, au Tchad, et le procureur se rapproche des gens. Quand il se rapproche des gens, qu'est-ce qui se passe? Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Les gens lui disent, mais vous là, vous êtes qui? Vous êtes qui? Il dit non, c'est les chambres africaines. Les chambres africaines, c'est qui? Mais nous, on ne leur reconnaît aucune légitimité. Aucune légitimité de s'occuper de nos des problèmes, des événements politiques du Tchad, de notre implication dedans ou pas. On ne leur reconnaît pas ce droit-là. Ils sont qui? Jamais de la vie. Je ne bouge pas de chez moi. D'accord? Le procureur revient et dit à la chambre d'instruction, à Bakefal, eh bien, tous ces hauts gradés-là, ils ont dit, ils ne viennent pas, ils ne vous reconnaissent pas, ils disent qui vous êtes, et tout ça. Ok. Un autre, indépendamment des officiers militaires, il y a M. Goukouni Wede, qui est aussi un des belligérants à l'époque du Tchad, dans le conflit tchadien. Donc, Goukouni Wede, qui est donc un politicien, si on peut dire, et on dit, qui a été aussi à un moment un président du Tchad pendant quelques temps, donc, on dit, on veut voir Goukouni Wede. Le procureur repart voir Goukouni Wede. Goukouni Wede dit non, ça ne va pas. Moi, je ne viens pas. Jamais de la vie. Je ne reconnais pas les chambres africaines. C'est quoi cette histoire? Je ne viens pas. Ils n'ont aucun droit. Je ne leur reconnais pas le droit de me questionner sur quoi que ce soit. Ok. Qu'est-ce qu'ils font les... Donc, tout revient à zéro. Bakefal au Tchad, les chambres d'instruction là, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils font? Une cour normale, qu'est-ce qu'elle vient? Elle va rendre publique cette décision. Elle va dire, mais attendez, Idriss Déby signe ici un accord. Son ministre vient ici, signe un accord avec Mme Aminata Touré, ils disent obligation de coopérer. Nous, on nous dit une mission. Maintenant, là-bas, on part. Et ils bloquent tout. Quand on demande, ils disent, non, ça n'existe pas, on ne peut pas faire. Aucun recours à la force, ce n'est pas possible ça. Donc, on fait quoi? Donc, normalement, une cour normale va dire ça, va informer les gens. Mais eux, ils vont tout camoufler. Vous avez la chambre d'instruction camoufle, Bakefal camoufle, ce refus de tous ces gens-là de venir, ils camouflent. Ils viennent ici à Dakar, ils font encore une autre tentative vers Goukouni Wede. Ils l'appellent, ils lui disent, bon voilà, ils envoient une commission rogatoire en disant, bon voilà, on vous envoie des questions écrites, répondez. Il dit, je ne réponds pas. Je ne vous reconnais pas ce droit-là. Ils lui disent, bon écoutez, venez à Dakar. Il dit, je ne viens pas. Vous comprenez comment? Je ne viens pas. Ils disent, ok, visioconférence. On vous interroge par visioconférence. Ils ne disent jamais de la vie. Donc, on camoufle tout. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils font une réunion ici entre eux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a, au lieu que les gens agissent selon le droit, et informent l'opinion de manière objective, non. Ils cherchent à camoufler des parades. Donc, ils vont se réunir entre eux. Les ONG, les chambres africaines, le ministère de la Justice, tout ce monde-là qui se coalise, ils disent, oh là là, mais ça ne va plus là. Maintenant, tous ces co-accusés qu'on a inculpés, on a dressé des mandats d'arrêt, envoyés. Tous ces gens-là refusent, ils sont là, ils refusent de venir. Mais on fait quoi là? On fait quoi? Demain, c'est Hissène Habré seul qu'on va présenter ici. C'est pas possible ce que fait Idriss Déby. Ok. Donc, comment on fait? Machin, non. Ils discutent. Et finalement, ils disent, attendez, non, il faut qu'on gère cette affaire. Donc, ils vont revoir Déby, qui a démontré qu'il était le maître du jeu. Finalement, il fait ce qu'il veut. Donc, il dit, il ne faut pas nous emmerder parce qu'on vous a donné de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez encore? On a conclu, on a donné de l'argent, vous devez juger Hissène Habré, le condamner, et puis c'est tout. Donc, il ne faut pas nous emmerder, les hauts gradés, tout ça là, c'est quoi?
Donc c'est ça ma position. Si vous n'êtes pas d'accord, libérez Hissène Habré. Vous voyez, c'est extraordinaire. Parce que c'est que la position de Idriss Déby, c'était de dire au Sénégal, très bien, moi j'ai donné de l'argent. Ce qu'on a convenu, c'est ça. Vous condamnez Hissène Habré. Maintenant, si vous me dites que mes hauts gradés là, je dois les amener, je ne les amène pas. Si vous n'êtes pas content, libérez Hissène Habré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voulait dire clairement aux gens, c'est que vous aussi, vous avez vos propres intérêts là, dans cette affaire. Et que vous ne pouvez pas aussi lâcher comme ça. Donc, moi je fais ce que je veux finalement. Et donc ils vont s'accommoder de ça. Et ils vont dire à Idriss Déby, ok, d'accord, maintenant, nous allons accepter ça. On accepte que tu violes l'obligation de coopérer qui découle de cet accord. On va accepter. On va essayer de magouiller quelque chose. Il faut que tu nous donnes un petit coup de main. Ce qu'on te demande, c'est quoi? Mets en place une chambre criminelle. Et cette chambre criminelle-là rassemble ces gars-là, condamne-les pour la façade, après libère-les, fais ce que tu veux. C'est tout ce qu'on veut pour manipuler l'opinion ici au Sénégal. Tu comprends? Et donc c'est comme ça qu'on va voir, même pas 10 jours, se mettre en place une chambre criminelle au Tchad, rassembler des gens, soi-disant les juger n'importe comment, et la plupart aujourd'hui sont tous libres. Et donc ça a été une manipulation ici, et les gens ont dit non, ils ont jugé, c'est bon, c'est faux, ils sont tous libres. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on avait violé déjà deux choses. Déjà, l'accord de création des chambres africaines qui instituait une seule juridiction, ça a été violé. Deuxièmement, deuxième violation, l'obligation de coopérer du Tchad, parce que le Tchad avait cette place importante de financier principal de toutes sortes de choses ici au Sénégal. Et si vous avez vu hier encore, j'ai vu d'ailleurs dans le site Les Rangs, j'ai vu la publication des donateurs dans l'affaire du FESMAN, où on voit que Idriss Déby est le plus grand contributeur avec 2 milliards. Vous voyez comment on gère les choses. Et donc voilà, et ces 2 milliards n'ont pas été donc intégrés dans le budget du FESMAN. Donc ça prouve vraiment comment les choses, et puis vraiment, il faut aussi le dire, ce que le Sénégal, la complicité avec Idriss Déby dans cette affaire était totale. Et on a fait croire aux Sénégalais que oui, Idriss Déby a dit qu'il est prêt à venir. Tout ça là, c'est de la mise en condition des gens pour faire croire aux gens qu'il n'y a pas de magouille. Mais il y avait d'importantes magouilles. Mais vous savez, ces magouilles là ont coûté aujourd'hui une prison à vie au président. D'accord? Vous voyez, c'est pas sain. Déjà, quand un homme ne vous a absolument rien fait et que vous vous acharnez sur lui, vous le détruisez. Regardez, je vous ai expliqué tout ce qu'on a subi aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire. Regardez. C'est Idriss Déby là, à qui ils ont, comment dirais-je, rendu service, le plus grand des services, en nous maltraitant, en enfermant le président. Mais c'est Idriss Déby là. Il les a remerciés comment? Vous avez vu, non? L'affaire de l'Union africaine. Comment Idriss Déby a torpillé la candidature de Abdoulaye Badji. Voilà. Oui, c'est extraordinaire. C'est la morale de cette histoire. Et oui, ça veut dire que c'est deux hommes qui sont totalement différents. C'est pas Idriss Déby qui sera un homme de parole, ni rien du tout. Et donc, c'est Dieu qui a montré aussi aux gens, quelque part, regardez, tout ce que vous avez fait à ce temps, regardez ce qu'il vous a fait lui. Voilà.